Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce débat de l'égalité qui est consacré à la démocratisation de l'accès aux grandes écoles françaises depuis le milieu des années 2000. Nous avons aujourd'hui pour animer ce débat Pauline Charousset et Julien Grenet, qui sont co-auteurs de l'étude qui est parue par l'Institut des politiques publiques en janvier 2001. Merci à eux d'être avec nous. Pauline Charousset… 2021. Oui. 2021, pardon. Pauline Charousset, elle est doctorante à PSE et à l'Université Sorbonne Paris 1. Et Julien Grenet est directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques. Un petit mot sur la programmation des débats de l'égalité. C'est un cycle de conférences qui est organisé par le World Inequality Lab et qui est destiné à présenter et à discuter des livres ou des rapports récemment parus en sciences sociales pour renouveler la réflexion sur l'égalité. La programmation est en ligne sur notre site wid.world. Les 2 prochains débats à venir seront le 16 mars avec Rafi Blaufard qui va présenter son livre The Great Demarcation qui traite de l'invention de la propriété moderne depuis la Révolution française. Il nous parlera aussi de ses travaux un peu plus récents et ce débat se tiendra en anglais. Et le 31 mars, nous aurons un débat qui s'intitule Accumulating Capital Today par Marlène Banquet et Théo Bourgeron. Nous présenterons donc l'ouvrage du même nom et ce débat sera en anglais également. Voilà, je cède la parole à Thomas Piketty pour une courte introduction et puis nous passerons à la présentation du rapport. Merci. Merci Olivia. Oui, une présentation plus que courte parce que je vais surtout laisser la parole à Pauline et à Julien. Non, juste pour dire que ce rapport IPP qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout est vraiment passionnant sur les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles en France. Alors, beaucoup de personnes pourraient réagir en disant « Ah, mais on en avait déjà parlé depuis longtemps, on en parle tout le temps, on le savait déjà. » Alors oui, on en parle souvent, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte quand on regarde des travaux de Julien sur ces questions depuis longtemps et de toutes les personnes avec qui Julien travaille, c'est que voilà, c'est se donner les moyens en termes d'accès aux données, d'accès aux sources pour vraiment pouvoir dire des choses rigoureuses, comparables dans le temps sur ces questions centrales, c'est autrement plus compliqué que juste d'en parler de façon vague. Et donc, on est très heureux d'avoir aujourd'hui cette présentation. Donc voilà, environ 1 heure, et ensuite on passera aux questions. Mais s'il y a des points de clarification vraiment sur des tableaux de résultats ou des graphiques ou des choses que vous nous présentez, je pense que c'est mieux qu'on vous interrompe tout de suite pour s'il y a vraiment des questions très, très spécifiques pendant la présentation. Donc voilà, Olivia, est-ce que je dois ajouter quelque chose? Non, Eh bien non, je crois que c'est très complet. On va donc pouvoir céder la parole à Pauline Charousset et à Julien Grenet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je crois que j'ai partagé mes slides là. Est-ce qu'on les voit? Oui, oui. Ok, super. Donc, merci de nous donner l'occasion de présenter ce travail qui a pris pas mal de temps, en particulier du fait des données compliquées qu'on a mobilisées pour cette étude. Donc, c'est un travail qui a été réalisé avec donc Pauline, qui va présenter avec moi les résultats, mais également Cécile Bonneau et Georgia Thébault, qui sont en thèse ici à PSE. Donc, un rapport qui a été publié par l'Institut des politiques publiques. Donc, je vous ai mis le lien ici. Donc, le rapport il a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet des services statistiques de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui s'appelait Filières sélectives et mobilité sociale. Et je vous invite à consulter les autres études qui ont été réalisées dans le cadre de cet appel à projet, notamment une étude de Marc Auberti et co-auteur sur les filières sélectives à l'université, qu'on couvre beaucoup moins dans notre étude, et c'est très complémentaire. Donc, le contexte de l'étude, je pense que c'est bien connu ici, mais c'est la place centrale occupée par les grandes écoles dans la formation des élites en France, avec l'idée traditionnelle que le concours est un moyen d'assurer un accès juste et équitable aux formations et aux postes les plus prestigieux. Alors, cette vision positive de la méritocratie, elle a été évidemment contestée depuis un certain temps du fait de l'ampleur et de la persistance des inégalités sociales, d'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur, évidemment au premier plan les classes préparatoires et les grandes écoles. Et au tournant des années 2000, il y a eu un certain nombre d'appels, d'études, de rapports
qui ont appelé à la mise en œuvre d'une politique d'ouverture sociale volontariste des grandes écoles, qui a débouché sur la signature par la conférence des présidents d'université et la conférence des grandes écoles d'une charte pour l'égalité des chances en 2005, et qui a été prolongée par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs d'ouverture sociale. Alors récemment, le débat il a été relancé par plusieurs initiatives. Donc, en décembre dernier, la remise du rapport de la commission Hirsch sur la diversité sociale et territoriale dans l'enseignement supérieur, formulant un certain nombre de propositions, dont des bonifications pour les boursiers au concours des grandes écoles. Et puis, très récemment, l'annonce par le président de l'ouverture de nouvelles prépas talents qui sont destinés à donner accès au concours de la fonction publique, et aussi la mise en place d'une voie dédiée pour ces concours, donc ENA, ENM et 4 autres écoles de la fonction publique. Alors, l'état des connaissances sur le recrutement des grandes écoles, il faut bien dire que il y a un certain nombre de travaux qui ont été conduits, mais ils ont rencontré une limite importante, c'est qu'ils s'appuient en général soit sur des données d'enquête, typiquement enquête emploi, enquête formation et qualification professionnelle, où le nombre de personnes qui sont passées par les grandes écoles est relativement limité. Donc, on se retrouve très vite avec des échantillons trop petits pour pouvoir produire euh, des- des- des analyses statistiques précises. Ou d'autres travaux se sont appuyés sur des sources administratives spécifiques, quelques grandes écoles en particulier. Donc, on n'a pas une vue globale. Alors, il faut quand même signaler une étude pionnière qui a été menée par Michel Auria et Claude Tello en 95, qui est un peu l'étude de référence sur le recrutement de 4 grandes écoles, l'ENS, l'IX, l'HEC et l'ENA, où l'étude concluait à une légère diminution des inégalités sociales d'accès à ces écoles au cours de la période 1950-1990. Alors, la part des catégories sociales défavorisées avait diminué au cours de la période, mais moins que dans la population. Et donc, le rapport concluait que les inégalités sociales d'accès avaient légèrement diminué. Et alors, depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'études quantitatives. Il y a une étude Abou et Vanek dans Économie et statistique en 2003 qui conclut à un resserrement de la base sociale de recrutement des grandes écoles à partir des années 80 sur la base de données malheureusement incomplètes, donc les données de l'enquête emploi. Une étude de Éric Morin et Marc Gurgan qui étudiaient les inégalités salariales entre diplômés des grandes écoles et le reste de la population, qui ont diminué jusqu'au milieu des années 90 du fait de l'augmentation des taux d'accès à l'université. Et puis, on a un certain nombre d'études spécifiques sur certaines grandes écoles, sur l'ENS, Ulm, sur Sciences Po, et j'y reviendrai, mais pas de travaux vraiment d'ensemble. Donc, par rapport à cet état des connaissances, l'étude, elle s'est donnée pour objectif euh, de voir simplement si les initiatives qui ont été mises en place depuis une quinzaine d'années pour diversifier le recrutement des grandes écoles, si elles ont rempli leur objectif sur la base d'éléments empiriques solides, c'est-à-dire sur la base de données euh, les plus précises, les plus complètes possibles. Et donc, de ce point de vue, on s'appuie sur une approche quantitative qui mobilise des données administratives qui, à notre connaissance, n'ont pas été exploitées de façon systématique, en particulier les données de gestion sur les étudiants des grandes écoles. Et on utilise ces données pour caractériser l'évolution du recrutement de ces formations selon plusieurs dimensions, donc origine sociale, origine géographique des étudiants et répartition filles-garçons. Donc, on va présenter avec Pauline les résultats de l'étude. Voilà le plan qu'on a retenu. Donc, un bref rappel sur les dispositifs d'ouverture sociale qui ont été mis en place depuis le milieu des années 2000. Les données, c'est important. Les sources qu'on a mobilisées, elles sont assez nombreuses et c'est pour expliquer pourquoi, en fait, on a besoin de ces données pour apprécier réellement les évolutions observées. Et ensuite, on fera 3 points distincts. Donc, le premier, c'est une analyse en coupe, la situation en 2016-2017, qui est la dernière année à laquelle on a eu accès des grandes écoles. Puis, on va prendre la perspective du point de vue des étudiants eux-mêmes, en mesurant les inégalités d'accès selon l'origine sociale, géographique et de genre, où là, en fait, on va suivre les étudiants, les élèves qui étaient scolarisés en 3e en 2005, et on va mesurer simplement voilà, leur destinée scolaire et la part qui a accédé aux différents types d'écoles, aux différents types de CPGE, etc.
Et puis pour finir, et ce sera beaucoup plus bref parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, les évolutions constatées depuis le milieu des années 2000 en termes de recrutement social, géographique et de genre des grandes écoles. Et on terminera par une ouverture sur la discussion, les leviers mobilisables pour élargir le recrutement et aussi les défauts de l'approche qui a été retenue jusqu'à présent. Juste, Julien, un tout petit point. Si tu peux mettre en grand écran ta présentation, on verra. Ah, pardon, j'ai pas fait attention. Voilà. Et juste une remarque sur les données, le fait que la dernière année mobilisable aujourd'hui soit 2016-2017, est-ce que c'est quelque chose qui est irrémédiable pour la suite? Parce que c'est vrai que dans une perspective où on voudrait pouvoir évaluer la politique faite par un gouvernement, ça complique quand même sérieusement les choses. Il y a structurellement 2 ans de retard entre les données et la rentrée. C'est-à-dire que les données de l'enseignement supérieur mettent beaucoup plus de temps à être compilées par le service statistique que les données du scolaire qu'on a presque en direct. Après, nous, l'étude, on a eu accès, on a commencé l'étude il y a assez longtemps, donc on a eu accès jusqu'à 2016. On aurait pu ajouter 2017 et éventuellement 18, mais avec le Covid, c'était juste pas possible, les services étaient fermés. Mais oui, structurellement, il y a un temps de retard qui pose de vrais problèmes pour l'évaluation, évidemment, notamment des mesures. Et ce n'est pas le seul problème, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'écoles qui ne sont pas couvertes, et je vais y revenir. Alors, d'abord, un bref état des lieux des dispositifs qui ont été mis en place depuis le milieu des années 2000. Alors, la réflexion, elle s'est engagée vraiment au tournant des années 2000 et elle a débouché sur cette charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations d'excellence auxquelles les différents acteurs se réfèrent toujours. Et dont l'objectif était vraiment de diversifier le recrutement social, principalement des grandes écoles. Et un certain nombre de dispositifs ont été mis en œuvre ensuite de façon en ordre assez dispersé par les grandes écoles et qui sont recensés dans un livre blanc des pratiques d'ouverture sociale publié par la commission diversité de la CGE en 2010, donc la conférence des grandes écoles. Et les dispositifs, ils sont de 3 types. Donc, en amont, il y a des dispositifs de parrainage et d'accompagnement de lycéens d'origine sociale défavorisée. Le dispositif emblématique, c'est les cordées de la réussite. Et je vais y revenir ensuite. Il y a ensuite, au niveau du concours, des modifications des modalités de recrutement. Alors, pas tant que ça, mais il y a eu la mise en place d'admissions parallèles, notamment dans les écoles de commerce. Et puis, en aval, pour les étudiants dans les grandes écoles, la mise en place d'aides financières et d'accompagnement pour les étudiants boursiers. Voilà, c'est à peu près à ça que se résument les dispositifs d'ouverture sociale. Alors, il y a 2 dispositifs emblématiques. Il y a les conventions éducation prioritaire de Sciences Po qui ont été mises en œuvre en 2001, qui ont créé une voie d'accès spécifique pour les lycéens de lycées partenaires de l'éducation prioritaire. Alors, tout de suite, quand on parle de ces dispositifs, il faut se poser la question du nombre d'étudiants concernés, pour savoir si ça a la moindre chance de peser dans les statistiques qu'on va observer ensuite, soit au niveau de l'école, soit au niveau de l'ensemble des écoles. Alors là, pour ce dispositif-là, très clairement, les effectifs sont très limités. Ça concerne aujourd'hui environ 150 étudiants par an sur près de 2000 admis en premier cycle. Donc, c'est quand même relativement faible, en tout cas trop faible pour peser de façon significative sur les statistiques. On les observe à Sciences Po légèrement, mais pas au-delà. Le deuxième dispositif phare, à ma connaissance, le seul dispositif national, ça s'appelle les Cordées de la réussite. Donc, c'est un programme qui a été créé en 2008, qui s'inspire d'un programme qui a été lancé par l'ESSEC en 2002, qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi. Et ces dispositifs, en fait, c'est plutôt un label qui est conféré à un certain nombre d'interventions, d'actions portées par des associations. Alors, en général, du tutorat ou de l'accompagnement d'élèves en éducation prioritaire. Donc, des programmes de ce type sont le programme Talence de l'ENS, le programme X Tremplin de Polytechnique ou PASS ou PACE, je ne sais pas, HEC. Là encore, les effectifs sont faibles, hein. Ça concerne moins de 1,5% des collégiens et lycéens chaque année. Donc, c'est évidemment des programmes qui restent, c'est des actions assez parcellaires malgré tout, dont les effets, évidemment, quand on voit les chiffres des effectifs concernés, pas avoir des effets massifs a priori. Alors, en plus, il n'y a pas beaucoup d'évaluation d'impact de ces différentes mesures. Il y a eu quelques évaluations alors, il y a eu des évaluations des conventions éducation prioritaire de Sciences Po, une étude de Vincent Tiberge, une étude d'Auberti, qui conclut un impact modeste sur la part des étudiants défavorisés à Sciences Po, 2 à 3 points de pourcentage d'augmentation de cette part du fait du dispositif.
en raison notamment du ciblage un peu limité. C'était un ciblage territorial, donc les conventions, c'est avec des lycées partenaires, mais évidemment, tous les admis ne sont pas issus eux-mêmes de catégories sociales défavorisées. Donc, ces études montrent qu'il y a environ un tiers des admis qui, en fait, viennent de PCS très favorisés, parmi les étudiants CEP. Et puis, il y a eu deux évaluations des programmes de cordée de la réussite de l'ENS et de Polytechnique, qui, là encore, concluent à des effets mitigés. Donc, pour notamment le programme Talence, qui a donné lieu à plusieurs évaluations par Éric Morin, Son Thierry et Arnaud Rigueur, qui conclut, sur la base d'une évaluation randomisée, qui ne trouve pas d'effet sur la réussite moyenne des bénéficiaires. Et cet effet nul masque un effet positif pour les élèves les plus performants de la série S, mais un effet négatif pour les autres, avec l'interprétation des résultats sur la base des résultats des questionnaires, c'est que il y a une certaine violence symbolique de ce type d'intervention portée par des élèves des grandes écoles qui vont dire voilà, venez faire l'ENS, c'est super, pour des élèves qui ont finalement aucune chance d'y pouvoir y accéder et qui finalement sont renvoyés à leur statut d'élève un peu moyen, qui a peu de chances de réussir dans ces filières. Et donc, le programme, finalement, avait des effets nuls en moyenne. Alors, un point sur les données qu'on a mobilisées pour l'étude, parce que c'est la principale contribution, je pense, c'est d'avoir mobilisé Excuse-moi, Julien, Oui, juste sur les dispositifs possiblement évaluables, tu n'as pas mentionné, mais peut-être que sur la période utilisée, ce n'est pas le cas, l'introduction de points boursiers dans les probabilités d'accès en classe préparatoire, qui est quelque chose qui existe maintenant dans Parcoursup ou qui alors existe absolument, oui, déjà. évidemment. Ce sera pour une prochaine étude parce que la mise en place de Parcoursup, donc c'est accompagné, j'y reviendrai dans la conclusion, de quotas pour les boursiers, pas seulement d'ailleurs en prépa, dans toutes les formations, mais qui ont été mis en place en 2017, donc juste après. Donc bon, j'avais travaillé sur ce sujet dans le cadre du comité scientifique de Parcoursup la première année. Bon, il y avait pas eu on ne voyait pas d'effet, vraiment, détectable pour plein de raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais oui, c'est évidemment un enjeu important de l'évaluation, de savoir si ces, quotas qui ont été mis en place, qui ont été relevés d'ailleurs depuis, ont un effet sur l'accès, aux prépas. Et Donc dans APB, avant Parcoursup, il n'y avait pas du tout de non, prise en compte du statut boursier des élèves. non, pas du non, non, ça existait dans l'affectation au lycée à Paris, par exemple, Oui. mais dans le sup, non. Ça a été vraiment mis en place par Parcoursup, c'est une nouveauté de Parcoursup. Donc, les données qu'on a mobilisées, c'est les données de gestion. Donc, à la différence des données d'enquête ou des données issues de quelques grandes écoles, donc on s'est appuyé sur les données de gestion mises à disposition à la fois par le service Stade de l'Éducation nationale, la DEP, et celui de l'enseignement supérieur, le SIES. Bon, évidemment, pas compliqué parce que c'est dans deux services statistiques, donc pour les mettre au même endroit, ça nous a pris des mois, mais on a pu travailler sur différentes sources. Donc, la source principale pour le second degré, donc collège, lycée, le recensement des élèves, c'est les bases scolarité ou phares qui permettent de suivre les élèves au cours du temps. Et dans l'enseignement supérieur, il y a deux grandes sources. Alors, il y a la partie de l'enseignement supérieur qui est localisée dans les lycées, donc les STS qui préparent au BTS et les classes préparatoires. Donc, ces données sont gérées par l'éducation nationale, l'ADEP. Et puis, on a les données de l'enseignement supérieur qui n'est pas dans les lycées, donc les données CIS, qui couvrent une grande partie de l'enseignement supérieur, donc hors STS et PGE, donc les grandes écoles, les universités. Il y a quand même des trous dans la raquette, donc ça ne couvre pas les formations paramédicales et sociales, ça ne couvre pas les écoles supérieures artistiques et culturelles et un certain nombre d'établissements, en particulier les grandes écoles de la fonction publique type ENA, ENM, ne sont pas dedans, donc ne sont pas couvertes. Mais bon, globalement, on a quand même une couverture satisfaisante. Les données ensuite aglaées sur les boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. Et enfin, les données Océan qui permettent d'avoir les résultats aux examens nationaux du brevet et du bac pour l'ensemble des élèves. La période couverte, c'est 2006-2016. Donc avant 2006, on n'a pas vraiment de données. Et puis 2016 pour les raisons que j'ai expliquées. L'intérêt de ces données, c'est qu'on peut les apparier grâce à l'INE, donc l'identifiant élève. Et donc, on peut, de ce fait, suivre les parcours et, par exemple, pour les étudiants des grandes écoles, déterminer dans quel collège, dans quel lycée ils étaient, quelles notes ils ont eu au brevet, au bac, etc. Qui nous a permis notamment de caractériser les inégalités géographiques d'accès qui n'étaient pas si connues, à mon sens, en tout cas pas bien mesurées. Donc, le champ de l'étude, donc on distingue les formations en deux types, formation Bac+1 et 2 et formation Bac+3 et 5 pour mettre en relation CPGE d'un côté avec les autres formations premier cycle, licence, IUT, STS et école post-bac, donc ces grandes écoles qui recrutent immédiatement après le bac.
Et puis les formations Bac plus 3 à 5, donc c'est master, grandes écoles, avec effectivement des écoles qui ne sont pas couvertes, donc l'ENA, ENM notamment, qui ne sont pas dans le champ CIS. On se restreint aux étudiants de nationalité française et en inscription principale uniquement. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en double inscription, notamment ceux qui sont en CPGE aussi à la fac. Donc, on détermine une inscription principale et on conduit 3 types d'analyses. En coupe pour l'année 2016-2017, les évolutions au cours de la décennie 2006-2016, et puis des suivis de cohorte. Donc, on prend les élèves qui sont scolarisés en troisième, qui étaient scolarisés en troisième en 2005, donc la quasi-totalité de cette génération, et puis on les suit pendant une dizaine d'années. De même, on a fait la même chose pour les bacheliers généraux qui ont passé le bac en 2010. Un point important, c'est que le champ des grandes écoles couvertes par les données, il n'était pas complet au tout début de la période. Donc, on doit faire des raisonnements à champ constant, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux écoles, soit qui étaient présentes dès 2006, soit qui sont arrivées en 2010, de manière à ne pas avoir des évolutions biaisées. Alors, les indicateurs qu'on a retenus. Pour l'origine sociale, et ça va être important, on a retenu la catégorie sociale socio-professionnelle du responsable légal, selon le regroupement proposé par l'ADEP, assez classique, entre catégorie sociale très favorisée, favorisée, moyenne, défavorisée. Avec un point important, ces catégories, elles ont été regroupées en fonction de leur pouvoir prédictif de la réussite scolaire. Donc, par exemple, les enseignants font partie des PCS très favorisés selon cette nomenclature parce que leurs enfants réussissent très bien à l'école, quand bien même leur capital économique ne les placerait pas dans cette catégorie-là. Et c'est aussi une façon aussi de comparer les répartitions aux autres études qu'on a qui utilisent cette nomenclature. L'origine géographique, on la détermine à partir du département du lycée fréquenté en terminale. Donc, il y avait pas mal de confusion au moment du rapport. Beaucoup de gens ont pensé qu'on regardait l'origine géographique à partir du département de la classe préparatoire où on était. Non, on regarde bien en amont au lycée, voire au collège. Les performances scolaires, on les mesure par les notes aux épreuves écrites du brevet et au bac. Et puis, on a aussi calculé un indicateur de sélectivité des formations, notamment pour pouvoir dire les 10% des grandes écoles les plus sélectives, les 10% des prépas les plus sélectives. On le calcule à partir des résultats au bac de leurs étudiants. Voilà. Alors, un petit point, petite digression, mais importante. Pourquoi utiliser les PCS plutôt que la proportion de boursiers comme indicateur d'ouverture sociale? Parce que, après tout, les grandes écoles mettent beaucoup en avant la part des boursiers comme leur indicateur privilégié. Donc la part des étudiants qui sont bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. En réalité, c'est un indicateur qui est pas bon dans le temps en raison des très nombreuses modifications du barème des bourses qui sont intervenues depuis le début des années 2000. Alors, je vous montre ici un graphique qui indique, en fonction de l'année, les plafonds de ressources utilisés pour les différents échelons de bourse. Donc, échelon 0, c'est l'échelon qui donne droit juste aux exonérations de frais d'inscription et de sécurité sociale. Échelon 6 ou 7, c'est les échelons qui donnent des montants financiers les plus importants. Et pour un étudiant qui a 4 points de charge, donc c'est le cas typique. Alors, qu'est-ce qu'on observe? En 2008, il y a eu, en 2006, création d'un nouvel échelon, l'échelon 6. 2008, extension de l'échelon 0. Donc, des étudiants qui étaient boursiers en 2007, qui n'étaient pas boursiers en 2007, sont devenus boursiers en 2008 de ce simple fait. Il y a une simplification des critères. Il y avait 17 critères avant, c'est devenu 3 pour le calcul des points de charge. Puis 2013, création d'un nouvel échelon 0 bis et d'un échelon 7. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, cette évolution du barème a créé une inflation mécanique de la part des boursiers partout, et y compris dans les grandes écoles. Donc, si on regarde l'évolution de la part des boursiers, alors ça, c'est sur la base des données administratives qu'on a utilisées, la part des boursiers dans les grandes écoles au cours du temps, elle est passée de 13% à 18% entre 2006 et 2015. Mais si on corrige pour l'extension de l'échelon 0, ce n'est pas tout à fait la même courbe. C'est beaucoup plus plat. Ça a à peine augmenté. Alors, il y a des variations au milieu de la période, en particulier sans doute dû à l'appel d'air créé par ces extensions successives. Plein de boursiers d'étudiants sont mis à candidater aux bourses. Et puis, si on se restreint simplement aux boursiers qui ont droit à une aide financière, les boursiers d'échelon 1 ou plus, là, pareil, c'est très plat, voire ça décroît en fin de période, et c'est notamment en lien avec le fait que les plafonds n'ont pas été revalorisés. Là, je vous les ai montrés, les plafonds en euros courants. Et ils n'ont pas été revalorisés depuis 2010. Donc, c'est complètement plat, mais en valeur réelle, évidemment, ils baissent.
Et donc, ce qui explique sans doute en partie cette diminution très légère de la part des boursiers. Donc, l'indicateur boursier ne nous paraît pas très bon et on a préféré utiliser les PCS. Juste, excuse-moi, Oui, Julien, encore, je t'interromps, mais la proportion de boursiers pour tous les étudiants, elle fait quoi par rapport à ce ah bah passage? pareil, ça monte comme ça, il y a un saut, donc passer de 20, quelque chose, 22 ou quelque chose à 30. Ok, on passe de Voilà. 22 à 30 pour tous les Enfin, je te dis étudiants. 22 à 30, Ah, je n'ai pas genre, les chiffres, mais on le voit très clairement même dans les publications, les d'accord. annuaires stats. Et Voilà. on passe de 13 à 18 pour les grandes écoles, mais dans un contexte où on passe genre Dans de... un contexte où, en fait, voilà. Ok. Et puis d'ailleurs, si on regarde la catégorie sociale des boursiers dans les grandes écoles, puisqu'on peut regarder, il y a les boursiers dans les grandes écoles, leur catégorie sociale, près de la moitié sont de catégories sociales très favorisées ou favorisées. Ce qui, évidemment, le signe aussi que la catégorie boursier, ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête. C'est très différent être boursier de l'enseignement supérieur, notamment d'échelon 0, par rapport à être boursier de lycée. Les boursiers de lycée sont beaucoup plus défavorisés. C'est 20% des boursiers. Les boursiers de l'enseignement supérieur, c'est à peu près plus d'un tiers des étudiants de l'enseignement supérieur qui eux-mêmes, évidemment, sont socialement sélectionnés, puisqu'il n'y a qu'une moitié, la moitié d'une génération qui accède à l'enseignement supérieur. Voilà. Je vais passer la parole à Pauline pour la suite, donc présenter les résultats, les principaux résultats de l'étude. Alors, je ferme mes slides. Voilà. Ok, merci Julien pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter maintenant les principaux constats qu'on a fait grâce à ce rapport. Donc, dans un premier temps, on a cherché à caractériser un peu les grandes écoles pour mieux comprendre ce que recouvre cette notion. Donc, on s'est intéressé aux 234 grandes écoles qui sont recensées dans le système CIS en 2016-2017. Qui regroupe environ un quart des étudiants de niveau Bac+3 à Bac+5. Ils se répartissent de manière très inégale entre les différents types de grandes écoles, avec environ 90% des étudiants qui se répartissent à part égale entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. 6% des étudiants sont des étudiants d'IEP et les 4% restants sont à part égale des étudiants d'ENS et d'autres écoles spécialisées. Cette dernière catégorie, c'est une catégorie un peu hétérogène dans laquelle on a mis toutes les écoles qui ne rentraient tout simplement dans aucune autre catégorie, donc par exemple l'École nationale des chartes. Le premier constat qu'on a fait, c'est que en fait, ces écoles, elles sont caractérisées par des niveaux de sélectivité très hétérogènes. Donc, comme l'a dit Julien tout à l'heure, on a mesuré la sélectivité à partir du rang moyen au bac des élèves des écoles considérées. Donc, si on regarde le 10e décile, donc les 10% d'écoles les plus sélectives, on a les 3/4 des étudiants qui ont obtenu une mention très bien au baccalauréat, alors que c'est le cas de moins de 10% des élèves dans environ les 50% d'écoles les moins sélectives. Et en particulier, une comparaison qui est intéressante, c'est celle avec l'ensemble des formations de niveau Bac+3 à Bac+5. Si on regarde les 60% d'écoles les moins sélectives, en fait, en moyenne, elles sont plutôt moins sélectives que l'ensemble des formations de niveau Bac+3 à Bac+5, dans le sens où elles ont moins de très bons étudiants au sein de leurs effectifs. Cette hétérogénéité, on l'observe également quand on compare les compositions des différents types d'écoles avec notamment les écoles de commerce qui vont être plutôt en moyenne des écoles moins sélectives et les écoles d'ingénieurs qui auraient un statut un peu intermédiaire et enfin les écoles extrêmement prestigieuses et connues, donc notamment les 3 plus connues étant l'ENS, Ulm, HEC et Polytechnique. C'est des écoles qui sont extrêmement concentrées sur le territoire francilien. Donc, c'est un constat qui est vrai sur l'ensemble des grandes écoles. On a à peu près un tiers des grandes écoles qui sont localisées en Île-de-France. Et c'est encore plus marqué lorsqu'on se concentre sur les 10% de grandes écoles les plus sélectives, où là, c'est carrément 2 tiers des écoles qui sont situées en Île-de-France, dont un tiers à Paris. Donc, une question qu'on s'est posée, celle du recrutement de ces grandes écoles et en particulier quel type de bachelier elles recrutent. Donc ici, on a une barre qui présente la composition pour l'ensemble des grandes écoles. Donc, on peut noter qu'on a environ 61% d'étudiants des grandes écoles dans leur ensemble qui sont des étudiants ayant un bac général S. Et dans une moindre mesure, on a aussi des étudiants de
titulaires d'un baccalauréat ES, avec encore cette forte hétérogénéité entre types d'écoles, donc notamment les écoles d'ingénieurs et les écoles les plus prestigieuses qui recrutent essentiellement des bacheliers S, à comparer avec les écoles de commerce ou les IEP qui vont être plus enclines à recruter parmi les bacheliers ES également. Donc une autre question qu'on s'est posée, c'est dans quel vivier d'élèves les grandes écoles recrutent. Et là, à nouveau, on a des pratiques assez différentes en fonction des types d'écoles, avec d'une part les écoles de type ENS qui vont recruter presque exclusivement sur concours après 2 ans de CPGE, et les IEP qui donc, ont un recrutement école post-bac, tout simplement parce que ce sont eux-mêmes des écoles post-bac qui recrutent dans leur propre vivier d'étudiants de niveau bac plus 1 à bac plus 2. Donc ensuite, les 3 dimensions qui nous ont vraiment intéressés et sur lesquelles on s'est particulièrement penché dans ce rapport, c'est les dimensions que Julien mentionnait plus tôt, donc la dimension sociale, la dimension géographique et la dimension de genre. Donc le profil des étudiants de grandes écoles, sans surprise, c'est un profil social très favorisé. La façon dont on l'a analysé, c'est en mettant en perspective la composition sociale des grandes écoles avec celle qui prévaut dans la population. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que là où les étudiants issus de PCS très favorisés représentent seulement 23% de la population, ils sont 64% des effectifs de grandes écoles. Et à l'autre bout du spectre social, on a seulement 9% d'étudiants de PCS défavorisés dans les grandes écoles, alors que leur poids dans la population est de 36%. Il y a un autre constat assez intéressant qu'on a pu faire en comparant les différents types d'écoles, c'est que contrairement à une idée qui est très répandue dans la population, selon laquelle les écoles d'ingénieurs seraient moins socialement sélectives que les autres écoles, et notamment les écoles de commerce, en fait, on ne confirme pas cette idée à partir des données qu'on a analysées. Là où il y a un gradient, c'est vraiment en fonction de la sélectivité des grandes écoles. Donc, plus elles vont être sélectives, plus le profil social des étudiants sera favorisé. La dimension géographique, donc avec la même idée de comparer la composition des grandes écoles à celle sous-jacente dans la population, on note une surreprésentation très marquée des Parisiens et des Franciliens. Donc les Parisiens, qui représentent 3% de la population, représentent 8% des effectifs de grandes écoles et 17% dans les 10% des grandes écoles les plus sélectives. Même idée pour les Franciliens, ils sont dans leur ensemble, donc si on somme avec les Parisiens, ils sont 19% de la population et 40% des étudiants des 10% des grandes écoles les plus sélectives. Et donc là, parisien-francilien, c'est défini par l'endroit où on passe le bac. C'est l'endroit, c'est le département de scolarisation en terminale, donc c'est très proche du département d'obtention du bac. Donc effectivement, ce n'est pas biaisé par les potentiels mouvements d'étudiants au moment de faire leur CPGE, par exemple. À un niveau plus fin, on peut analyser l'origine des étudiants à partir de leur lycée. Donc cette fois, c'est le lycée où les étudiants ont passé le bac. Donc on a fait une représentation de type courbe de Lorenz avec des lycées classés par ordre croissant d'élèves accédant aux grandes écoles en abscisse et en ordonnée la contribution cumulée aux effectifs de grandes écoles. Donc comment on interprète ce graphe? Si on regarde ici la valeur 50%, on constate que pour la courbe plus claire, donc l'ensemble des grandes écoles, on a 17% des lycées généraux et technologiques qui, à eux seuls, fournissent la moitié des effectifs de grandes écoles. Et une concentration encore plus marquée pour les 10% des grandes écoles les plus sélectives, donc en bleu foncé, où cette fois, c'est seulement 8% des lycées généraux et technologiques qui vont fournir à eux seuls la moitié des effectifs de ces écoles. La dernière dimension qui nous a intéressés, c'est la dimension de genre. Alors, ici, on constate une sous-représentation assez importante des filles en grandes écoles, puisqu'elles ne représentent que 42% des effectifs de grandes écoles, alors même que sur l'ensemble des étudiants de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5, elles sont 55%. Cette sous-représentation des filles, elle s'explique en grande partie par la sous-représentation en école d'ingénieurs, mais également par leur sous-représentation dans les écoles les plus sélectives, les plus notamment prestigieuses. On le voit ici avec les 3 écoles les plus connues.
on peut vérifier ce phénomène en reprenant notre décomposition des écoles en déciles de sélectivité. Séparément, on l'a fait ici pour les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Donc, sur les écoles d'ingénieurs, on voit effectivement que certes, la part de filles a tendance à augmenter avec le niveau de sélectivité dans le bas de la distribution, mais tout en haut, on a à nouveau une chute de la part de filles où elle tombe à 21% des effectifs, donc en dessous de la moyenne sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Et pour les écoles de commerce, on a un peu le même phénomène. Certes, en moyenne, les écoles de commerce sont paritaires, mais lorsqu'on décompose et qu'on regarde plus finement en fonction du niveau de sélectivité de l'école, en fait, la part de filles a tendance à décroître dans le haut de la distribution de sélectivité des écoles. Donc voilà pour le tableau général, disons, donc la coupe en 2016-2017 et le tableau général des grandes écoles et de leur recrutement. On a changé de perspective dans un second temps, on a pris la perspective des élèves, donc c'est ce que Julien disait tout à l'heure, on les a pris en troisième en 2005-2006, de façon à pouvoir regarder leur probabilité, quelle était leur trajectoire pendant les 9 années qui ont suivi la troisième, notamment qui accédait aux grandes écoles, qui n'y accédait pas, et pour ceux qui y accédaient, à quel type de grandes écoles ils pouvaient accéder. Donc c'est une représentation graphique des chances d'accès qu'on peut estimer à partir de cette méthode. Donc là, la façon dont on lit ce graphique, c'est que parmi les élèves scolarisés en troisième en 2005-2006 qui étaient issus de PCS défavorisés, on en avait 1,6% qui ont accédé à un moment ou à un autre de leur scolarité à des grandes écoles de niveau Bac+3 à Bac+5, là où c'est le cas de 16% des élèves issus de PCS très favorisés. Donc, on a un énorme gradient social avec des PCS très favorisés qui ont 10 fois plus de chances d'accès aux grandes écoles que les élèves de PCS défavorisés. Pour la dimension géographique, on retrouve à nouveau un gradient très prononcé. Donc, cette fois, c'est de l'ordre de 3 à peu près. Donc, les élèves qui étaient scolarisés à Paris en troisième avaient à peu près 3 fois plus de chances d'accéder à une grande école que les élèves scolarisés hors d'Île-de-France. Ici, on note le rôle important des écoles de commerce dans la détermination de ces inégalités, puisque le gradient est plus prononcé pour les écoles de commerce que les écoles d'ingénieurs. Et enfin, la dimension de genre, on a à peu près 2 points de pourcentage d'écart dans les chances d'accès des filles et des garçons aux grandes écoles en général, qui s'explique intégralement par le différentiel d'accès aux écoles d'ingénieurs. Donc, partant de ce constat d'inégalité très marquée entre différents groupes sociaux, la question qui nous est venue, c'est d'essayer de déterminer quelle était la part de ces inégalités qu'on observe qui peut s'expliquer par les différences de performance scolaire entre les deux groupes. Donc, pour répondre à cette question, on a utilisé une méthode de décomposition de Blinder-Oaxaca. C'est une approche statistique qui va chercher à décomposer ces écarts qu'on a observés entre groupes d'individus en une part qu'on peut expliquer à partir de leurs caractéristiques observables, et notamment nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est leur performance scolaire, et une part qu'on ne parvient pas à expliquer par ces caractéristiques. Donc, on a utilisé cette méthode pour décomposer les différences de taux d'accès aux grandes écoles pour chacune des 3 dimensions qui nous intéressaient. Donc, pour la dimension sociale, on a comparé les élèves de PCS très favorisés aux élèves de PCS défavorisés. Pour la dimension géographique, on a comparé les Parisiens aux non-franciliens et ensuite les filles aux garçons pour la dimension de genre. On a fait cette analyse sur les élèves scolarisés en troisième en 2005-2006 et on l'a également faite sur l'ensemble des bacheliers généraux 2010 parce que ça nous permettait de pouvoir contrôler plus finement pour les performances scolaires des élèves, puisqu'on pouvait utiliser sur les bacheliers généraux les résultats au bac plutôt que les résultats au brevet, comme pour la cohorte de troisième. Donc voilà les résultats qu'on obtient. Donc ici, on a les 2 premières barres qui reportent les taux d'accès sur les élèves de la cohorte 2005-2006 de troisième, taux d'accès aux grandes écoles, donc le fameux 1,6% et 16%, donc un écart des chances relatives
de l'ordre de 10 entre PCS très favorisés et défavorisés d'accéder aux grandes écoles, l'écart entre ces deux taux de 14 points, et enfin le résultat de la décomposition d'Oaxaca Blinder, où on constate qu'en fait, on parvient à expliquer seulement 50% de l'écart observé à partir du département d'origine des élèves et de leur performance scolaire au brevet. Quand on utilise la cohorte de bacheliers généraux 2010, on obtient les mêmes chiffres à peu près. Donc, le fait qu'on ne parvienne pas bien à expliquer cet écart ne provient pas du fait que le brevet serait un trop mauvais indicateur des performances scolaires des élèves. Pour ce qui est des écarts de taux d'accès en fonction de l'origine géographique, c'est encore pire puisqu'on a 80% de l'écart qui est inexpliqué, qui reste inexpliqué, et donc 20% qui serait expliqué par les performances scolaires et la catégorie sociale à performance scolaire donnée. Excuse-moi, Pauline, j'ai pas compris. Pourquoi là, il y a uniquement les performances scolaires au brevet et pas au bac? Donc là, ici, on a rapporté une seule des deux décompositions. On a rapporté la décomposition obtenue sur les élèves scolarisés en troisième en 2005-2006. Et du coup, dans le rapport complet, on a l'autre graphe obtenu pour les bacheliers généraux. Donc, on contrôle pour les performances scolaires au bac uniquement sur les bacheliers généraux, parce que tout simplement, pour les élèves de troisième ici, on a beaucoup qui ne vont pas au bac. n'atteindra pas le bac. Ouais. Et enfin, la dimension de genre. Alors cette fois, le graphe il a un aspect un peu plus atypique puisque en fait, ce que le modèle prédit, c'est que, étant donné les performances scolaires moyennes supérieures des filles par rapport aux garçons, elles devraient accéder plus aux grandes écoles que les garçons. Or, comme l'écart observé est dans l'autre sens, on obtient un écart inexpliqué qui est finalement plus grand que l'écart observé. Donc ça, à partir du moment où on ne parvient pas à expliquer les écarts à partir des différences de performance scolaire, il faut chercher des explications ailleurs. Et pour ce qui est des différences du différentiel, là, selon le genre, il y a une explication assez intuitive, on va dire, qui est basée sur les choix d'orientation que font les élèves. Et notamment une différence majeure entre les filles et les garçons dans les choix d'orientation. Et il va s'observer en CPGE avec des filles qui sont beaucoup moins enclines à s'inscrire en CPGE scientifique, à l'inverse qui sont surreprésentées dans les CPGE littéraires qui débouchent sur très peu de places en grandes écoles comparées aux CPGE scientifiques. Donc ça, c'est une piste qu'on a cherché à explorer, cette idée que les inégalités se jouaient en amont. Donc, on a adopté la même approche que précédemment. On est toujours sur les élèves scolarisés en classe de 3e en 2005-2006. Et on va observer le gradient social dans l'accès au CPGE et aux écoles post-bac. Et là, c'est assez frappant. En fait, on a exactement le même gradient que ce qu'on avait précédemment pour les grandes écoles, c'est-à-dire que les élèves issus de PCS très favorisés ont de l'ordre de 10 fois plus de chances d'accéder au CPGE et aux écoles post-bac que les élèves de PCS défavorisés. Là, à nouveau, on note qu'il y a une contribution non négligeable jouée par les écoles post-bac dans ces inégalités d'accès. Et donc là encore, on a utilisé des décompositions Oaxaca Blinder pour essayer de comprendre quelles étaient les déterminants de ces inégalités. Et en fait, là où les différences qu'on observe sur l'accès au CPGE, on les explique assez bien par les différences de performance scolaire des élèves. On explique à peu près 60% de l'écart. Pour ce qui est des différentiels d'accès aux écoles post-bac, on n'en explique que 30% de l'écart entre PCS très favorisés et défavorisés à partir des différentiels de résultats de performance scolaire. Pour le gradient géographique, à nouveau, là, c'est assez frappant. On a à nouveau les élèves parisiens qui ont environ 3 fois plus de chances d'accès au CPGE et aux écoles post-bac que les élèves scolarisés hors d'Île-de-France. Et de même que pour les grandes écoles de niveau Bac+3, Bac+5, l'idée que ces inégalités sont potentiellement amplifiées par le fait que les CPGE sont particulièrement concentrés à Paris, notamment pour les plus sélectives d'entre elles. Enfin, les écarts filles-garçons d'accès au CPGE et aux écoles post-bac qui s'expliquent essentiellement
Donc par le premier point que je mentionnais tout à l'heure, qui était que les filles s'inscrivent beaucoup moins en CPGE scientifique que les garçons, et deuxièmement par le fait qu'également elles ne s'inscrivent pas dans les écoles d'ingénieurs post-bac. Donc une troisième question qu'on s'est posée, c'est celle d'évaluer un peu quel avait pu être l'effet des différents dispositifs de démocratisation et d'ouverture des grandes écoles mis en place depuis le milieu des années 2000 sur la composition sociale des grandes écoles et de genre et géographique. Donc là, on se restreint au champ des écoles qui étaient présentes sur l'ensemble de la période 2006 à 2016, donc c'est ce qu'on appelle le champ 2006, de façon à ne pas obtenir des résultats qui soient mécaniquement biaisés par l'amélioration de la qualité du recensement des écoles dans le système SIS. Donc on a un nombre constant, un champ constant d'écoles, et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a absolument aucune évolution dans le profil social de leurs élèves. Même constat pour l'origine géographique des élèves. Et même constat pour le genre des élèves, avec en moyenne sur l'ensemble de la période, 40% de filles dans les grandes écoles, des écoles de commerce qui sont restées en moyenne paritaires, mais on a vu que ça masquait des différences et une sous-représentation des filles, notamment dans les écoles de commerce les plus sélectives, et à peine plus d'un quart de filles dans les écoles d'ingénieurs. Juste, Pauline, tu nous as montré que la proportion de PCS favorisés là, était très stable, deux slides avant, mais dans la population dans son ensemble, elle augmente peut-être un petit peu, non? Oui, alors on a fait des analyses en odds ratio pour essayer de corriger un peu pour ces phénomènes de déformation de la structure sociale sous-jacente de la population. Ça donnait des évolutions à peu près aussi plates en général que ce qu'on obtient là. Donc, même en corrigeant pour ces évolutions, on ne parvient pas à conclure à une augmentation significative des chances relatives d'accès des PCS défavorisés. C'est sans doute pas très fort, mais techniquement, quand même, la proportion de PCS favorisés, elle augmente un petit peu quand même. Ça passe de combien à combien là, parce que... Je n'ai pas les chiffres en tête. Je ne sais pas si Julien, tu les as, mais ça augmente légèrement, en effet. Mais du coup, les approches en odds ratio, elles corrigent de ce phénomène de changement de la structure sous-jacente de la population. Et ça conduisait à nuancer un peu, on va dire, les résultats qu'on a obtenus là. C'est-à-dire que ça conduisait à conclure à une légère ouverture, mais c'était très, très limité. Parce que par rapport aux résultats TELO, machin, dont tu nous parlais tout à l'heure, Julien, qui reposait aussi sur l'idée que sur longue période, enfin là sur 10 ans c'est peut-être moins clair, mais si sur 20 ans ou 30 ans cette proportion reste stable à 64%, 65%, alors que la proportion de PCS très favorisée passe de 10 à 20, bon en fait c'est que c'est... Non, mais on est plutôt passé, je crois, en regardant à vue de nez, que ça c'était plutôt 21 à 22, 23, tu vois, sur la période là considérée. Effectivement, quand on corrige pour ça, mais c'est le dernier chapitre du rapport, c'est là-dessus, ça modifie légèrement. Après, il y a des problèmes d'interprétation aussi sur quels sont exactement ces PCS très favorisés. La déformation de la structure de la population au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un taux d'accès des PCS, si on le calcule comme ça, le taux d'accès des PCS très favorisés aurait légèrement diminué. Par contre, on ne voit pas du tout que le taux d'accès des PCS défavorisés, lui, augmente. Voilà. Et donc, on interprète ça plutôt comme le fait que derrière le vocable PCS très favorisé, on n'est pas exactement sur les mêmes populations en cours du temps. Ça se déforme légèrement avec un petit peu davantage de cadres moyens, par exemple, où voilà, les taux d'accès sont un peu plus faibles. Mais du point de vue des taux d'accès des élèves de PCS défavorisés, là, on ne voit vraiment rien. Donc là, quand on prend la perspective élève, qui est celle qui corrige pour la déformation de la structure, on ne voit pas de... Donc c'est plutôt légèrement au bénéfice des PCS moyennes ou moyennement favorisées. Ouais, c'est plutôt ça. Mais encore une fois, c'est très faible dans tous les cas. C'est très faible, ouais. Et donc, la dernière vérification qu'on a faite quand même d'un possible impact des dispositifs d'ouverture des grandes écoles, c'est de regarder si elles avaient un peu modifié leur vivier de recrutement, notamment parce qu'avec l'idée de toutes les ouvertures de voies passerelles, etc., on aurait pu s'attendre à
à ce qu'on observe un changement dans l'origine post-bac des élèves. Donc ici, on ne peut pas remonter avant 2010 pour des questions de limitation de données, mais en tout cas, sur la période 2010 à 2016, on n'observe pas non plus d'évolution selon cette dimension-là. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cet aspect, et sinon je peux laisser la parole à Julien pour la conclusion. Oui, alors assez peut-être pour ouvrir aussi la discussion, mais sur la question de ce qui a été fait et des leviers qui sont mobilisables pour élargir le recrutement des grandes écoles. Donc sur peut-être le slide suivant où on revient un petit peu sur ces politiques d'ouverture. Donc clairement, le rapport conclut à leur échec. Les objectifs qui ont été fixés, très clairement, on ne détecte pas d'évolution, surtout quand on utilise des indicateurs qui, à notre sens, sont quand même plus robustes que la part des boursiers qui est systématiquement mise en avant. On n'observe pas de diversification du recrutement social, des inégalités géographiques qui sont très marquées, très fortes et très stables. Je rappelle, dans ces 3 grandes écoles les plus sélectives, X, HEC, ENS, on est à la moitié des élèves qui viennent d'Île-de-France et un quart des élèves qui viennent de Paris, alors qu'ils représentent 3 de la population. Donc on est quand même c'est pas sur un phénomène marginal, c'est une surreprésentation massive. Et ça renvoie aussi à l'approche qui a été privilégiée jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est beaucoup des initiatives, alors plus ou moins suscitées par le ministère, mais qui sont quand même à l'initiative des écoles elles-mêmes, sans beaucoup de coordination nationale. Il y a ce programme Cordée de la réussite, mais c'est essentiellement un label sur tout un foisonnement d'initiatives diverses et variées. Peu d'évaluation, d'impact, de ces dispositifs, et puis aussi un problème de mesure de leur effet. C'est-à-dire que, le baromètre de l'ouverture sociale des grandes écoles, il est produit par la conférence des grandes écoles, et dans les, annuaires statistiques, du ministère de l'enseignement supérieur, on trouve finalement très peu de données, alors qu'on a ces informations pour les élèves, de lycée, de collège, on trouve ça assez facilement. Pour les grandes écoles, on n'a vraiment rien. Donc là, il y a un enjeu aussi, je pense, de transparence. Ces données existent, elles sont au ministère, je pense qu'elles ont vocation à alimenter ces annuaires statistiques. Voilà, ce ne seraient pas des pages perdues. Et donc l'autre enjeu du rapport, c'est quand même qu'on observe que bon, bah, les performances scolaires, elles expliquent une partie des inégalités sociales, mais elles n'épuisent pas le sujet. Donc il y a évidemment d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ce qui nous a amené dans la conclusion à réfléchir un peu, enfin du moins de grouper un peu les leviers envisageables en différentes catégories. Donc, il y a un ensemble de choses très en amont sur les freins socioculturels et psychologiques d'accès aux grandes écoles, euh, qui, euh, qui appellent un certain nombre d'interventions, soit qui essaient d'agir sur l'autocensure, le fait qu'à niveau égal, les élèves ne vont pas faire les mêmes choix, l'influence des stéréotypes de genre pour les inégalités d'accès filles-garçons, particulièrement vers les études scientifiques, où là, il y a un certain nombre d'interventions qui ont été évaluées. Donc, j'ai conduit avec d'autres chercheurs de PSE une évaluation de programmes qui s'appuient sur des rôles modèles féminins dans les lycées pour inciter les filles à s'orienter vers les études scientifiques avec des effets significatifs. Élise Ulrich, Nina Guillon travaillaient sur l'autocensure au collège. Donc, il y a des choses qui existent. Un autre ensemble peut-être de leviers, c'est ce qui concerne l'information. Donc très clairement, le monde des grandes écoles, le monde des classes préparatoires, c'est quand même un monde d'initiés, très clairement, une offre de formation assez peu lisible. Et le problème qui se pose, c'est que l'extrême concentration des classes prépa les plus sélectives, des grandes écoles les plus sélectives sur le territoire francilien, l'extrême concentration du vivier de recrutement dans certains lycées, ça fait évidemment que cette information, elle ne circule pas, quoi. Elle reste vraiment en vase clos et ça nuit fortement évidemment à l'équité sociale, géographique d'accès à ces formations. Et il me semble que là, il y a un enjeu quand même, notamment d'information sur ces formations, qui pourrait s'appuyer aujourd'hui sur des données beaucoup plus riches que ce qui est utilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques et juridiques d'apparier les données éducatives avec les données du marché du travail, les données salariales notamment, qui permettraient de calculer de façon très précise, formation par formation, des informations sur les salaires de sortie, les taux d'emploi, alors qu'aujourd'hui, ces informations, elles sont données au compte-gouttes, voire pas du tout, sur la base d'enquêtes avec des taux de réponse très faibles, donc dont la qualité est sujette à caution.
Et puis un autre aspect dans cet aspect information qui me paraît intéressant, c'est de les exploiter aussi pour faire des campagnes d'information mieux ciblées que ce qui est fait. On a vu qu'un des enjeux, un des problèmes posés par les cordées de la réussite, par exemple, c'est des filets très larges pour essayer d'aller parler à tous les élèves des lycées, avec des effets éventuellement négatifs pour certains d'entre eux, euh, alors qu'on a les moyens, grâce aux données, par exemple, collectées dans le cadre de Parcoursup, on a l'intégralité des bulletins scolaires, on a énormément d'informations qui permettraient d'identifier ces élèves qui sont dans des environnements sociaux ou scolaires très isolés, très loin de ce monde-là, pour identifier des élèves qui auraient le potentiel éventuellement de réussir dans ces formations. Et je pense que sur la base d'expérimentations qui ont été menées aux États-Unis, par exemple, une expérimentation conduite par Suzanne Dinarski dans l'État du Michigan, de campagnes de ciblage vraiment vers ce qu'ils appellent les high achieving low income students, d'aller directement les chercher et de leur donner de l'information sur ces formations, éventuellement assorties d'une aide financière, qui a produit des effets vraiment très significatifs, très forts dans cette expérimentation. Je pense qu'il y aurait des choses à faire dans ce sens-là, avec les données très riches dont on dispose en France. Il y a un enjeu aussi de barrières, de freins financiers et géographiques importants, qui tiennent en partie à ce rôle qu'on n'avait pas tellement anticipé de toutes ces écoles post-bac, en fait, qui sont une fraction non négligeable des filières sélectives proposées à l'entrée dans l'enseignement supérieur, qui sont beaucoup plus sélectives socialement enfin, disons, dont la sélectivité sociale s'explique moins par les performances scolaires des élèves, et qui s'explique en partie par leur coût très élevé, le fait qu'elles n'offrent pas de barrière d'exonération ou seulement partielle pour les étudiants boursiers. Donc il y a un enjeu de coût là très clair. Le montant des bourses sur critères sociaux est également sans doute insuffisant pour couvrir les coûts, notamment des étudiants qui doivent s'installer, déménager à 18 ans, partir de chez soi pour aller à Paris ou en Île-de-France pour suivre une prépa. Et l'insuffisance des aides à la mobilité qui aujourd'hui ne sont accordées essentiellement aux étudiants de master, mais très peu aux étudiants à l'entrée dans le supérieur. Et puis évidemment, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les dispositifs de discrimination positive. Alors, ce qui a été proposé par exemple, le rapport Hirsch, c'est la mise en place de bonifications au concours pour les étudiants boursiers. Alors, on ne sait pas très bien exactement les détails, peut-être réservé qu'aux étudiants qui passent le concours pour la première fois, mais il y a un enjeu là qu'on voit très clairement, c'est que on a à peu près 10% d'élèves de PCS défavorisés en classe préparatoire. Donc ce ciblage à partir de la catégorie boursier de classe préparatoire, ça va être un ciblage peut-être sur les catégories moyenne sup, mais ça ne va pas jouer beaucoup sur l'accès des catégories défavorisées à ces formations, parce que les grandes écoles arrivent en bout de chaîne et que finalement, c'est vraiment notamment à l'entrée dans le supérieur qu'il y a peut-être plus de choses à faire. Et là, il y a très peu de propositions sur la table, en tout cas pas dans ces rapports. Or, bon, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Donc, Thomas l'avait évoqué, les fameux quotas de boursiers dans Parcoursup, donc mis en place en 2017. Donc, pour avoir regardé un peu ces quotas, une des limites, c'est leur mode de fixation. Donc, ils sont fixés. La part des boursiers qui doivent être admis dans une formation, qu'elle soit sélective ou non sélective, est fixée en proportion, en référence à la part des boursiers parmi les candidats. Mais évidemment, un des problèmes qui se posent, c'est que dans ces classes préparatoires les plus sélectives, la part des candidats boursiers, elle est pas si élevée que ça. Dans les prépas Henri IV, Louis Grand, etc., on a typiquement 5-6% de candidats boursiers. Donc, fixer un quota à 5-6%, quand on a une part de candidats boursiers de cet ordre-là, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, il faudrait sans doute les relever bien davantage et avoir un niveau minimum. Donc, il y a eu un relèvement qui a été mis en place en 2019, mais dont les effets n'ont pas du tout été mesurés. Donc, on ne sait pas très bien encore ce que donnent ces quotas. Et c'est un des enjeux de l'évaluation qui vient. Évidemment, la suite, c'est quels outils, qu'a changé Parcoursup dans l'équation. Et puis, je pense que sur la partie utilisation de ce système de régulation des inscriptions type Parcoursup, il y a aussi un enjeu d'équité territoriale. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un enjeu d'équité, d'accès aux prépas les plus sélectives qui sont, pour la moitié d'entre elles, situées en Île-de-France, qui tient alors au mode de sélection des classes préparatoires qui reste quand même très opaque,
le rôle du lycée d'origine dans ce mode de sélection où il y a quand même un certain nombre d'indices qui suggèrent que certains élèves peuvent être pénalisés par le fait d'être dans un lycée un peu connu et du coup, les classes préparatoires ne veulent pas prendre le risque de prendre cet élève parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il vaut. On connaît aussi ça dans les sélections en master, quand on prend des étudiants, on ne connaît pas très bien l'université dont ils viennent, donc on se dit, bon, bah, on ne va peut-être pas prendre le risque. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis aussi, en tout cas, l'opportunité ou non, mais d'introduire des quotas géographiques dans l'accès aux classes préparatoires qui devrait aller de pair aussi avec l'offre de formation de prépa sur le territoire qui est incroyablement centralisée. Et finalement, des prépas, au moins dans les grandes métropoles régionales, qui seraient mieux dotées, je pense que ça permettrait de diminuer un peu ces inégalités géographiques d'accès aux filières sélectives. Donc, le message plus général, c'est un changement d'échelle par rapport à ce qui est fait. C'est vraiment des dispositifs extrêmement parcellaires, très peu de pilotage national de ce qui est fait. Quand on regarde les effectifs, c'est toujours tout petit, y compris dans les dernières propositions où on parle de 1000 places de plus dans les prépas talents, quelques places réservées dans 6 écoles de la fonction publique. Donc, à chaque fois, effectivement, quand on regarde les chiffres, on se dit bah, ça n'a pas changé grand-chose. Un des intérêts de ces procédures d'affectation centralisée type Parcoursup, c'est que tout de suite, il y a un effet de masse énorme. Voilà. Et que des paramètres comme les quotas vont toucher tout de suite énormément de monde par rapport à ce qui a pu être fait en matière d'ouverture sociale jusqu'à présent. Merci. Merci beaucoup à vous, Pauline Charousset et Julien Grenet. C'était passionnant. D'ailleurs, on a beaucoup de questions qui ont été envoyées par les participantes et les participants dans le chat, donc je pense et beaucoup de félicitations aussi. Je pense que c'est révélateur. Avant qu'on passe aux questions-réponses, Thomas, est-ce que peut-être tu voulais poser une question, partager Oui. Mais on va surtout laisser du temps pour toutes les questions que j'ai vues dans le chat déjà passer, effectivement. Mais je veux quand même interroger Pauline et Julien sur deux points. D'abord, le premier point, c'est là sur cette question des quotas boursiers. Donc, Julien, si j'ai bien compris, donc actuellement, la façon dont ça fonctionne, c'est que en fait, le quota est simplement on cherche à reproduire la proportion de boursiers parmi les candidats, prépa par prépa. Oui, formation par formation. Formation, mais oui, mais au sein, alors que la prépa de chaque lycée, on regarde Henri IV. Ah non. C'est pas en référence à la part des boursiers qu'il y avait antérieurement. Oui, dans les candidats. Dans les candidats, mais voilà, la prépa MPSI d'Henri IV, s'il y a 4% de boursiers, c'est ça la cible. C'est la cible, mais elle est respectée ou elle... Alors, c'est une cible. Donc, la manière dont ça a été fait, la philosophie qui sous-tend ça, c'est de dire c'est une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire que si les boursiers qu'on a classés, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que les classes prépa vont renvoyer un classement pédagogique de leurs candidats, c'est-à-dire leur classement. Et si le classement ne respecte pas à n'importe quel endroit du classement le quota, on remonte des boursiers. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que l'ordre d'appel, c'est ce qu'ils appellent, c'est le terme technique, l'ordre d'appel respecte le quota, mais si le candidat appelé ne va ailleurs, voilà, donc le quota n'est pas respecté ex post. Alors, en pratique, c'est quand même, dans les prépas, ça colle assez bien. Mais en pratique, c'est un faible quota parce qu'ils sont faibles, les boursiers sont faibles alors, pour les prépas, nous, on avait regardé, pour donner un chiffre simple, on avait regardé la première année de Parcoursup où on avait accès à des données pas terribles, enfin, on avait fait ce qu'on pouvait. On avait pris tous les boursiers sur la ligne de départ d'APB 2016 et de Parcoursup 2017. Donc, APB, pas de quota, Parcoursup, quota. Quelle part des boursiers accèdent en prépa? 3% parmi l'ensemble des candidats sur la ligne de départ, 3% dans APB 2016, 3% dans Parcoursup 2017. Donc, on s'est dit, bon, bah, les quotas, zéro effet. Effectivement, un des enjeux, c'est que, alors on s'est dit, bah, c'est peut-être que les prépas n'ont pas appliqué les quotas de boursiers, puisqu'on voit en fait beaucoup de formations initialement, notamment licence, n'ont pas appliqué les quotas. Et en réalité, les formations ont plutôt bien respecté les CPGE ont bien respecté. Mais là où effectivement, la part des boursiers candidats, la part des boursiers lycéens candidats, on ne parle pas des mêmes boursiers, c'est aussi ça l'enjeu. Les boursiers de lycée qui sont dans Parcoursup, c'est 18% à peu près. C'est beaucoup plus défavorisé que les boursiers de l'enseignement supérieur. Et il y en a finalement pas tant que ça dans ces prépas les plus sélectives. Donc,
Donc voilà, typiquement, on avait regardé pour certaines prépas parisiennes, on était à 5-6%. Voilà. Et finalement, les parts de boursiers qui existaient avant dans ces prépas, ce n'était pas si différent. Donc, il y a il y a un enjeu peut-être de définition de la catégorie boursier, c'est-à-dire ce côté binaire avec finalement une part de la population assez faible en fait quand on y pense les 18, boursiers. Et un enjeu aussi de mode de fixation du quota qui n'a pas de plancher. Qui pose aussi problème. Alors après, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou sur ce qui s'est passé. Il y a eu un relèvement des quotas depuis. Je crois qu'il y a un niveau minimum maintenant. Je crois que c'est 10%. Voilà, c'est un enjeu vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et donc, attends, il y a 18% de boursiers dans Parcoursup, enfin dans Terminal et dans Parcoursup. Et quand tu dis ils sont restés à 3% en APB et Parcoursup, c'est le taux d'accès. Parmi les boursiers. Le taux d'accès en prépa est resté à 3%. Oui, y compris ceux qui ne vont même pas dans le SUP, ceux qui se sont inscrits dans Parcoursup. Voilà, ceux qui étaient présents. C'est même pas passé de 3,1 à 3,3, je ne sais pas. C'était arrondi à 3 en tout cas dans tes calculs. Non, je crois que c'était arrondi à 3,0. Ou un truc comme ça. Voilà. Bon, mais donc, toi, vous, ce que vous proposeriez, juste pour se mouiller un petit peu, quoi, ce serait quoi exactement? Donc, si tu pouvais vraiment mettre en place la politique là, qui te semblerait la plus souhaitable sur la base de ce que tu connais, tu mettrais quel Déjà, je fixerais d'abord changer de philosophie, obligation moyen de résultat. Le mode de fixation des quotas, il y a d'autres façons de faire des quotas. Il y a les quotas qui sont faits plus on ne peut pas descendre en dessous d'eux. Et il y a et une mesure plus continue me semblerait à privilégier par rapport à ce côté trop binaire où finalement en fait on va pas capturer en fait la population un peu pertinente qui est quand même peut-être moins défavorisée en moyenne que ces boursiers de lycée, quoi. Voilà. Plus continue par rapport aux revenus des parents, quoi, que ce soit pas par rapport aux revenus des parents, aux ressources et bon là il y a un enjeu aussi de quelles mesures on va pouvoir utiliser parce que on n'a pas encore les bourses sur critères sociaux au moment où les candidats. La seule chose qu'on a, c'est les bourses des lycées. Donc ça suppose d'autres sources d'informations là-dessus, que ce soit peut-être de données fiscales. Mais je pense que effectivement, là, il y a une limite qui est imposée par le fait que d'un côté, on a beaucoup élargi la population des boursiers du SUP, mais les boursiers de lycée, ça reste relativement limité, en fait. Donc ça limite tout ce qu'on peut faire à partir de cette catégorie. Pourquoi pas un indice plus continu? Mais pour ces 18% des lycéens les plus pauvres, entre guillemets, la part dans les prépas, comme ça, intuitivement, tu voudrais la fixer à pas 18%, mais pas 5% non plus, à 10%. Je sais pas, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'on avait un taux de 5%, 6%, que ce soit au moins 15, quoi, le quota. Voilà, c'est un peu ça l'ordre de grandeur. Mais ça fixe les idées sur ce que tu as en tête, ça permet de… Voilà, d'accord. Bon. Merci. Alors, juste une autre question, juste là, j'arrête après, sur la comparaison de sélectivité sociale entre les IEP, ENS d'un côté et XHEC de l'autre. Bon, la question est un peu nombrilesque, mais quand même, ça nous intéresse tous. Moi, j'étais frappé, donc, si je me souviens bien, les PCS très défavorisés… Je savais que tu allais poser cette question, et donc, évidemment… Voilà, tu avais prévu. Alors, je ne sais pas si on le voit. Si, on le voit. On pourrait le voir plus grand. Oui, non, c'est parfait. C'est exactement ça. Donc voilà, ma question, tu l'as là. Donc on a les PTS très favorisés sont à 23% dans la population, elles sont à 75%, 73% ENS, IEP et à 89 et 92 XHEC. Et au départ, je pensais que c'est parce qu'il y avait plus d'enfants d'enseignants qui allaient à ENS, IEP, mais en fait, tu nous as déjà expliqué que non, puisque tous les enseignants, si j'ai bien compris, y compris les professeurs des écoles, sont en fait déjà en PCS très favorisés. Oui. Donc, l'explication est autre. Et donc, quelle est-elle? Et depuis quand, à votre avis, est-il vrai que IEP et ENS sont moins UP? Enfin, tout le monde est très UP dans cette histoire, évidemment, mais quand même moins extrêmement UP socialement que XHEC. Est-ce que c'était le cas il y a 50 ans, il y a 100 ans? Est-ce que ça a toujours été le cas? Tout ce qu'on a pu regarder, nous, c'était sur les 10 dernières années. Ces données-là, on ne les a pas avant. Alors après, depuis 2005, là, c'est la situation à la fin.
là, pour le coup, ça a très peu bougé. La petite chose qu'on note quand même, c'est une légère augmentation de la part des PCS défavorisés dans les IEP. Ça passe en gros de 6 à 8, quoi. C'est-à-dire ça correspond après à cette idée que peut-être les CEP Sciences Po, ça a fait plus de points de D'accord. pourcentage. Le reste, c'est vraiment très, très stable. Euh, on n'a pas zoomé, effectivement. Alors, plusieurs choses qui nous semblent intéressantes. La partie, les enfants d'enseignants, effectivement, parce que là, on est quasiment sur, par exemple, à la LIX, on est à 92% d'élèves très favorisés. Donc, on a envie de savoir, bon, bah d'accord, on vous parle de tous les élèves, là. Donc, il y a quand même des différenciations à l'intérieur. Et effectivement, il serait intéressant d'aller regarder, on ne l'a pas fait, mais comment ça se répartit plus finement entre PCS, selon ces différents types d'écoles, entre, on va dire, professions intellectuelles notamment, et professions, typiquement, professions libérales ou cadres du privé. Ça, je pense que ça, on peut le faire avec les données, on ne l'a pas fait. Et sur les défavorisés, je ne sais pas exactement comment, à quel PCS ça va correspondre. De toute façon, c'est enfants d'ouvriers ou de personnes sans activité professionnelle, hein, c'est les deux catégories possibles. Donc, sur cette différence entre ENS, IEP d'un côté et XHEC de l'autre. Mais J'ai pas le. Mais intuitivement, ou je sais pas, Pauline ou Julien, enfin, qu'est-ce qui ferait que ENS, IEP sont moins UP que XHEC? Et depuis au moins 10 ans, au moins 15 ans. Très franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde aussi. Moi, je pense qu'il faut regarder là ce que peuvent faire les données, c'est de partir de ces élèves-là, leur trajectoire, d'où ils viennent. C'est quelques, voilà, c'est 7-8% d'élèves de l'ENS et de l'IEP. Non, mais L'IEP, c'est aussi on les peut mêmes deviner. choses. L'IEP, on peut deviner en partie. Il y a une partie qui vient de. Donc déjà, c'est un peu moins sélectif déjà au départ. Donc, je pense que le paradoxe, c'est plus ENS versus XHEC que IEP. Bah, IEP, c'est quand même. Enfin, là c'est pas seulement IEP Paris, là, c'est tous les IEP. Non, 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 non. C'est Non, IEP Paris. oui, c'est IEP Paris, c'est ça, et c'est Oui, ENS Ulm, hein. oui. Mais c'est moins sélectif scolairement. Mais tu vois, IEP Paris, enfin, en tout cas, historiquement, l'école libre des sciences politiques, ça, si on remonte un peu dans le temps, c'est censé être absolument le top du top en termes de sélectivité sociale. Et même aujourd'hui, où il y a 10 ans, enfin, c'est ce qu'on aurait en tête même par rapport à XHEC. C'est quand même. Oui, ben, je ne sais pas te répondre là-dessus. Voilà. Mais c'est pas les trucs des coins, puisque c'était déjà là, l'écart était déjà pratiquement le même. Alors, effectivement, les études de Thibert, Joberti, elles remontent plus loin que nous, parce que nous, on s'appuie sur les données à partir de 2005, mais les conventions Sciences Po, c'est 2001. Alors, c'est monté en puissance quand même, donc on devrait voir quelque chose là. Eux concluent que c'est depuis, enfin, ça a monté depuis le milieu des années 2000, mais c'était, je crois, pas très, très différent avant, quoi. C'est-à-dire il y avait toujours une part résiduelle, voilà, qui n'était pas zéro comme Alix. Bon, merci beaucoup. Je m'arrête là. Olivia, je te laisse gérer les questions. Très bien. Alors, je vais commencer par plusieurs questions qui ont trait à la mesure et aux données que vous avez utilisées. Alors, d'abord, il y a quelques années est paru le rapport Charpak qui évaluait l'assise du recrutement des grandes écoles à 10% de la population. Y a-t-il eu une mesure de ce type depuis? La deuxième, c'est pourquoi ne pas suggérer une mise en commun des statistiques sur la réussite en fonction des lycées d'origine pour la sélection par les CPGE, à la place des statistiques établies par les CPGE. Et la troisième, c'est jouer sur le paramétrage des algorithmes Parcoursup en utilisant un critère d'excellence basé sur l'écart à la moyenne. Peut-il être un outil pour aller vers une plus grande égalité géographique et par effet secondaire social dans le recrutement? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, sur les données, alors j'ai oublié déjà la première question. Sur le rapport Charpak, oui, alors Ouais. sur l'assise représentée, L'assise ouais, on n'a pas utilisé les données enquête emploi, etc., qui permettraient au niveau de la population d'essayer de calculer. Mais enfin, nous, nos taux d'accès aux grandes écoles tels qu'on les calcule, on est à 5-6%, c'est ça en gros, hein. Ça correspond à peu près à ce qu'il y avait comme chiffre dans l'étude d'Éric Morin et Marc Durgan sur
s'appelait Une jeunesse difficile, un opuscule CPREMAP, paru il y a quelques années, où ils étaient partis de l'enquête emploi aussi pour calculer ces taux d'accès aux grandes écoles. C'est à peu près ça, nous, qu'on a aussi, 5-6%. Voilà. 5-6%, donc c'est pas exactement 10%, effectivement. Alors, je sais pas quelle est la différence de champ, mais nous, c'est plutôt ça, 5-6%. D'accord. Ensuite, comment, alors je sais pas si j'ai bien compris la deuxième question, mais sur la manière dont les prépas évaluent les dossiers, est-ce qu'il faudrait pas les aider d'une certaine manière à harmoniser les notes? Je sais pas si c'est ça la Je question? pense que c'était ça, oui, le sens de Oui, la question. enfin effectivement, il y a une vraie question sur justement un des enjeux de cette équité territoriale d'accès aux prépas, c'est quand même, bon, la très grande opacité de la sélection des prépas. C'est-à-dire que ça se fait pas sur la base d'un barème publié ou alors que beaucoup de prépas, ils vont utiliser de simples formules de moyenne pondérée des notes pour, créer un classement. Bon, ça, c'est pas rendu public et du coup, il y a aussi un centre de prépa qui vont, et ça a été montré notamment par la Cour des comptes dans un rapport récent sur Parcoursup, qui utilise quand même le lycée d'origine pour essayer de redresser un peu les notes, mais un peu au doigt mouillé. Et c'est ça le problème du doigt mouillé, c'est qu'on n'est pas sûr qu'en fait le redressement, il pénalise pas excessivement certains élèves, parce que la manière dont ces redressements sont faits s'appuie beaucoup sur les prépas, ce à quoi elles ont accès, aux élèves de ces lycées qu'elles ont déjà eu chez elles. Alors, voilà, j'ai eu cet élève du lycée de Reims, il n'a pas bien marché chez nous alors qu'il avait l'air super fort sur son dossier. Et du coup, on en tire des généralités sur, bon non, on ne prend plus d'élèves de ce lycée. C'est typiquement le genre de mécanismes qui peuvent conduire à pénaliser injustement des élèves qui viennent de ce type d'établissement. Et donc, la Cour des comptes proposait, c'est de dire, au moins, alors, il y a une perspective qui est offerte par la réforme du baccalauréat, parce que il y aura plus d'épreuves anticipées, plus comparables, davantage comparables que les notes au contrôle continu. Donc déjà, peut-être qu'on pourra davantage s'appuyer là-dessus à l'avenir. Et en attendant, peut-être d'harmoniser un petit peu les notes en tenant compte de l'écart de notation entre contrôle continu et notation finale qu'on pourrait faire avec les données, puisqu'on a les notes du contrôle continu, les résultats à l'examen final du bac, en moyenne dans le lycée. Donc, des harmonisations comme ça, c'est pas impossible. Donc effectivement, ça me paraît être une piste envisageable, mais bon, pas entièrement satisfaisante. Je pense que l'enjeu, c'est quand même d'essayer d'avoir des notes davantage comparables dès le début, quoi. Sachant qu'on se demande du coup à quoi sert le bac, puisqu'on passe toutes ces épreuves qui ne servent absolument pas en fait dans la sélection des dossiers Parcoursup, puisque ça sert. Il faut juste l'avoir le bac. Après, les notes qu'on a n'informent absolument pas la sélection. Voilà. Et puis, il y avait une dernière question sur le. C'était sur les algorithmes de Parcoursup et quid de la mise en place d'un Ah critère oui. excellence. Oui, alors je sais que je vois d'où vient la question. Donc ça a été expérimenté, je crois, par certains IEP à Bordeaux, par exemple, d'essayer justement de faire une forme d'affirmative action ou de récompenser l'écart à la moyenne plutôt que la note absolue. Ce qui se rapproche un petit peu de la philosophie d'un programme qui existe aux États-Unis, les top 10%, c'est-à-dire on va récompenser le fait d'être dans les 10% des meilleurs de son lycée, donc une réussite relative plutôt qu'une réussite absolue. Pourquoi pas, hein, d'une certaine manière, je pense que c'est une autre manière de le faire, c'est de faire des pondérations qui essaient de corriger en partie, disons, les inégalités sociales de performance scolaire. Cette philosophie, elle est appliquée notamment au Brésil, où il y a eu pas mal de dispositifs de discrimination positive qui ont été mis en place pour l'accès à l'université, où ils calculent les bonifications précisément pour essayer de corriger dans les écarts de performance entre les élèves, par exemple, de milieux défavorisés ou de milieux favorisés, corriger la partie enfin dire, voilà, si on est dans les 30% les meilleurs des défavorisés, on doit avoir autant de points que dans les 30% les meilleurs des plus favorisés. Voilà, d'essayer de calculer les points de manière à essayer, dans une philosophie un peu d'equality of opportunity, d'essayer de corriger la partie de l'écart de performance sur laquelle les individus n'ont pas de contrôle parce que c'est déterminé par leur origine sociale, par exemple, ou là, en l'occurrence, plutôt d'origine ethnique. Bon, je pense que ça se rapproche de ça, effectivement. Là, ce qui est mis en place plutôt en France, c'est ces systèmes de quotas.
personnellement, je n'ai pas vraiment de préférence pour un système ou un autre. Je pense que l'inconvénient des quotas tels qu'ils sont mis en place, c'est très binaire. Boursier, non boursier, c'est quelque chose de plus continu. Me paraîtrait peut-être plus adapté, en tout cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur et notamment calculant plus finement ces inégalités que simplement dire on est boursier, pas boursier. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire, l'écart à la moyenne ou une bonification accordée en fonction d'un indice de position sociale. Voilà, des choses, voilà. Il y a plusieurs approches. Merci. On a plusieurs questions qui concernent les paramètres géographiques. Donc, la première, c'est comment expliquer l'importance du facteur Paris-Île-de-France dans l'entrée aux grandes écoles? Est-ce dû à l'effet de spillover? Et la deuxième, c'est pour Paris, la dimension géographique recoupe la dimension PCS. Comment neutralisez-vous l'effet PCS? Paris-Île-de-France, je pense que l'écart, effectivement, il tient en partie à ce qui se passe au lycée. C'est-à-dire que la circulation d'informations, être dans le mindset grandes écoles, ça se détermine très tôt. Il y a des lycées qui préparent déjà aux prépas, quoi. Et je pense que les lycées de centre-ville, et notamment à Paris, jouent un rôle important dans cette détermination des inégalités géographiques parce que l'information circule beaucoup, beaucoup plus mal dans des lycées qui d'abord eux-mêmes n'ont pas de prépa. Ça joue beaucoup. Avoir une prépa dans son lycée. Et puis dans des lycées où on envoie traditionnellement peu d'élèves vers ces filières. Donc oui, il y a des effets d'écosystème et la concentration géographique, je pense telle qu'elle existe aujourd'hui, elle amplifie beaucoup ce phénomène. Donc il y a un vrai effet pervers de cette situation. Et un point qui nous a été signalé et qu'il faudrait creuser, c'est que la mise en place d'admission post-bac a eu un effet sans doute amplificateur de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que admission post-bac, ça a permis, et Ravel avant, ça a permis une informatisation des dossiers de candidature en prépa qui aurait permis, en tout cas on entend ça beaucoup, aux prépas parisiennes et de Versailles, d'aller drainer sur tout le territoire, d'aller assécher les viviers partout, y compris des grandes prépas, des métropoles régionales. Et c'est par l'outil technologique que ça offrait. C'est-à-dire que tout à coup, on a tous les dossiers de tous les candidats de France, pas en version papier, à trier manuellement, etc. On ne connaît pas le lycée. Là, on a quelque chose, un outil qui permet d'aller de renforcer cette stratification très forte. Donc, malheureusement, on ne peut pas vraiment regarder ça parce que les données, on ne peut pas remonter assez loin dans le temps, mais on peut peut-être, en tout cas dans les données CIS et STS-CPGE, on peut remonter un peu plus loin. Ce serait possible de regarder ça si effectivement ça a changé le recrutement géographique des prépas parisiennes, cette mise en place d'admission post-bac. Sur les inégalités géographiques qui s'expliqueraient par la part qui s'explique par l'origine sociale, en fait, assez peu. Hein. Ce qu'on a vu là, c'est 20% de l'écart qu'on explique par les écarts de PCS entre les Paris versus non-franciliens en termes d'accès aux prépas aux grandes écoles. Donc cette partie géographique des inégalités d'accès, elle n'est pas si importante que ça. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de dans quel lycée on a été scolarisé, quel type d'infos on a eu. Le coût aussi d'accès à ces prépas, quand on est à Paris, c'est plus facile que de déménager à 18 ans, encore une fois. Voilà, donc ça explique une petite partie de l'écart. Merci. Et pour rebondir justement sur cette inégalité d'accès à l'information, sur les formations supérieures, on a une question. Une politique nationale visant à mettre en place des conférences sur les études les plus prestigieuses dans les REP, dans tous les lycées, pourrait-elle, selon vous, changer les résultats? Les élèves ne connaissent en effet pour la très grande majorité que les BTS et la faculté. Tout ce qui peut ressembler à de l'information, je pense que c'est utile. Simplement, il y a un enjeu de qui porte cette information et justement, ces évaluations, notamment conduites par Éric Morin sur le programme et ses co-auteurs sur le programme Talence, ça invite à réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que l'approche cordée de la réussite qui consiste à faire intervenir des étudiants qui sont d'abord très différents des étudiants qu'ils vont rencontrer dans ces lycées, où le mécanisme d'identification ne va pas forcément très bien marcher. Et typiquement, des écoles les plus prestigieuses et qui vont être particulièrement mobilisées là-dessus, donc ça va être HEC, l'ENS, l'IX, ça peut aussi avoir des effets contre-productifs. Donc la manière dont l'information est donnée
Et on a vu les grandes écoles, c'est un monde très divers en fait. Il n'y a pas que c'est X, ENS, HEC. Il y a en fait il y a des écoles beaucoup moins sélectives, mais néanmoins qui offrent des perspectives d'insertion intéressantes. Et je pense que voilà, la manière dont l'information est donnée, qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne soit pas uniquement centrée sur un petit groupe d'écoles et que ce ne soit pas forcément que ces écoles qui portent ce message. Je pense que c'est important. On a vu, là, il y en a 234 des grandes écoles dans les données. C'est bien plus large. Et toutes ne sont pas engagées dans des actions de ce type, hein. C'est quand même assez, c'est beaucoup porté par les très, très grandes. Merci. Et une autre question, je pense, qui vient un peu dans la continuité. Est-ce que vous pensez qu'une décentralisation plus accrue des grandes écoles avec des succursales implantées hors d'Île-de-France pourrait être une bonne politique pour réduire les inégalités d'accès aux grandes écoles? Sur les grandes écoles décentralisées, bon, il y a eu un mouvement un peu de ce type, mais bon, avec des effets un petit peu caricaturaux d'étudiants TGV qui viennent à l'ENA juste pour aller suivre leurs cours et puis qui repartent à Paris le soir même. Je pense que l'enjeu, c'est plutôt sur l'implantation des prépas et des écoles post-bac, de fait, qui sont très, pour les plus sélectives d'entre elles, très concentrées en Île-de-France. Et là, il y a un arbitrage compliqué parce qu'il y a eu des prépas, il y a eu des tentatives de ce type. C'est ce qu'on a appelé les prépas de proximité. Donc, dans les années 90-2000, on a essayé de créer des prépas dans des villes moyennes pour essayer justement de densifier un peu le maillage, mais des prépas qui typiquement ne plaçaient pas leurs étudiants du tout dans les grandes écoles, ou peu. Et on a pris voilà, l'enjeu du maillage territorial plutôt par le bas, alors que, à mon sens, enfin, une prépa, on voit bien que c'est très compliqué de construire une réputation, ça prend très longtemps et que peut-être une manière plus efficace de le faire serait de procéder par la revitalisation des prépas d'excellence des grandes métropoles régionales qui ont pu être en partie un peu asséchées par la centralisation des prépas versaillaises parisiennes. Je pense que là, c'est plutôt enfin, dans ce sens-là que l'implantation peut se faire. Parce que sinon, on risque d'avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, on va dire bah, aux étudiants qui ne sont pas franciliens, bah, allez dans vos prépas, très bien, on vous réserve des places là. Et puis ensuite, derrière, peut-être ils accéderont encore moins souvent aux grandes écoles. Donc, voilà, il ne suffit pas d'implanter des prépas pour que ça marche, quoi. Il faut aussi qu'elles soient attractives et qu'elles aient des moyens et qu'on commence par celles qui existent déjà. D'accord, donc plutôt une régionalisation, c'est ça, ou une centralisation de ça au niveau de la région? En tout cas, il me semble que les prépas, elles ont davantage être vocation à être dans des grandes villes que dans des villes de petite taille où ça va être très compliqué d'attirer. Donc, voilà, c'est comme ça historiquement que c'était. Simplement, ces prépas aujourd'hui, elles placent moins d'étudiants dans les très grandes écoles. Donc, c'est au niveau de la région, me semble être l'échelon pertinent justement pour cette implantation-là. Ok, merci. Moi, je me demandais, au niveau de la géographie, justement, dans vos décompositions d'Oaxaca Blender, si j'ai bien compris, c'était l'échelle départementale qui est utilisée. Enfin, j'ai pas très bien compris quelle variable géographique vous aviez, quel détail. Est-ce qu'on pourrait supposer que la part de la variance expliquée dans les écarts d'accès serait beaucoup plus grande si on considérait un échelon beaucoup plus fin au niveau géographique, l'échelon communal, par exemple? Et puis, j'avais une autre petite question ici. Moi, ce que j'adorerais voir, ce serait ça sur le très long terme. Et bon, du coup, j'ai bien compris que ces données-là ne sont pas disponibles avant 2005, c'est ça? Et est-ce que c'est possible de remonter avant? Est-ce que des données similaires sont simplement perdues? Ou est-ce que il y a d'autres méthodes qui pourraient être utilisées pour compléter cette série, remonter plus loin dans le temps et voir vraiment à quel point c'est resté stable depuis des décennies peut-être, ou est-ce que ça a décru sur le très long terme? Voilà. Alors sur Oaxaca Blender, Pauline, je pense que tu avais exploré un peu ces aspects sur les inégalités géographiques. Ouais, non, en fait, on a toujours retenu cette comparaison simplement des Parisiens, Île-de-France hors Paris et reste de la France par simplicité, effectivement, mais peut-être que qu'en adoptant une échelle plus précise, on arriverait à expliquer plus. Je ne suis pas sûre du mécanisme auquel vous pensiez pour ça.
Après, dans le rapport, là, on n'a pas présenté, on a essayé aussi alors on a fait au niveau du département, mais on a essayé de produire des cartes un petit peu pour essayer de représenter les taux d'accès par département. Bon, après, ça évidemment, c'est un petit peu faussé par les inégalités sociales entre départements. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une carte où on contrôle pour ça en disant voilà, c'est quoi la part résiduelle qu'on n'explique pas bien, où il y a des départements où on accède davantage. Sans doute, ce sera très concentré dans les départements très urbanisés où il y a un accès à ces filières-là. Sur la dimension temporelle, je ne sais plus très bien jusqu'où en fait on pourrait remonter pour certaines écoles. Je crois qu'on commence à avoir des données 2003, 2004, il y a quelques données. Bon, après, il y a aussi un enjeu, simplement que c'est très compliqué d'avoir accès. Déjà, au-delà de 10 ans, il y a une règle un petit peu, je trouve absurde, qui est ah non, maintenant c'est secret statistique, on peut pas remonter au-delà de 10 ans, quoi. Donc souvent, les services statistiques font cette réponse. Et après, ça bascule aux archives nationales, donc ça devient encore très compliqué d'accéder aux données. Donc je ne sais pas très bien ce qui est conservé sur les enfin sur la période antérieure. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même il y avait quand même des statistiques produites dans les années 90, hein, et il me semble qu'elles étaient produites à partir de tableaux agrégés. C'était comme ça que c'était remonté. Donc il y avait de l'information qui remontait, un peu comme dans les données de l'ADEPE pour le second degré. En gros, ça remontait sous forme de tableaux croisés, plus ou moins croisés. Et ben, c'est un peu la même chose pour les grandes écoles, avec la difficulté que pour ce qui concerne l'origine sociale, ça va être compliqué, parce que typiquement, ce n'est pas forcément l'information qui était remontée. C'était plutôt les effectifs inscrits en première, deuxième, troisième année, filles, garçons, et puis voilà. Donc je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est davantage du côté des grandes écoles elles-mêmes qui parfois conservent, je pense, des données de plus long terme. L'ENS a très vraisemblablement des données comme ça. Et l'étude d'Oria et Tello, c'était comme ça, hein. Ils avaient réussi à récupérer les données de ces 4 écoles qui leur avaient transmis leurs archives, et puis ils avaient pu calculer comme ça des stats qui n'étaient pas non plus pas incroyablement riches non plus, hein. Mais voilà, je pense que ça pourrait être fait pour un sous-ensemble en tout cas. Merci beaucoup. Comme il est 19h30, je vous propose qu'on en reste là. Malheureusement, je m'excuse par avance auprès de tous les participants et les participantes qui ont envoyé beaucoup de questions. On n'a pas pu toutes les traiter. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Elle était vraiment passionnante. Il y a beaucoup de messages de félicitations et de remerciements dans le chat. Vous aurez peut-être l'occasion de le lire. Oui, merci vraiment beaucoup à tous les deux, hein. C'était formidable et il y avait plus de 100 personnes et beaucoup de questions. Vraiment passionnant. De nous avoir proposé de présenter ici. On est très contents. Voilà. La vidéo du débat sera en ligne sur notre site web sur la page événements. Et j'en profite pour vous rappeler que le prochain débat aura lieu le 16 mars et que toutes les informations sont disponibles sur wid.world. J'ai mis également dans le chat le lien à l'étude dont Pauline Charousset et Julien Grenet sont les co-auteurs. Voilà. Bon, merci. Voilà. Merci Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.